Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux puissants Hurricanes. Les Hurricanes de la Caroline, c'est une organisation qui, depuis quelques années, s'établit comme étant une des puissances de la LNH. Puis je pense que le facteur qui est le plus important, c'est leur style de jeu. Ils ont un système qui est très efficace, qui, au niveau défensif, est vraiment très solide. On parle d'une organisation qui est très bien menée par Rob Brindamour. L'entraîneur-chef est en fait connu comme étant un gars qui fait des bons speech. C'est un gars aussi qui est capable d'expliquer à chacun de ses joueurs le rôle très précis qu'ils ont à jouer au sein de l'organisation et qui est capable de vendre son plan de match. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Si vous regardez une game des Hurricanes de la Caroline, remarquez bien comment ils jouent au niveau du centre de la patinoire. Je ne parle pas ici au niveau de la zone neutre, je parle vraiment le centre de la patinoire. Donc, à partir de la zone neutre jusque dans leur fond, le fin fond de leur zone à eux, ils sont ultra hermétiques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de passe qui se promène d'un côté à l'autre parce qu'ils sont trop fermés dans leur style de jeu. Et c'est ce qui fait le succès de cette organisation-là. Et c'est entre autres ce qui fait le succès du style de jeu défensif de l'organisation. Et c'est ce qui fait aussi les belles statistiques des gardiens de but qui vont se négocier des bons contrats par la suite. Fait qu'en fait, les Hurricanes de Caroline, c'est une organisation qui a surtout un système de jeu. Ils ont des gars qui sont capables de marquer des buts. Ils ont des jeunes joueurs là-dedans. C'est pas super vieux là, pour la plupart. Ils ont des jeunes joueurs qui sont des bons marqueurs, qui ont des bonnes visions offensives, puis qui ont des bons tirs. Donc, bref, c'est une organisation qui est bâtie pour aller loin, voire même aspirer aux grands honneurs. Et que dire des Hurricanes de la Caroline pendant la saison morte, qui ont fait l'acquisition quand même d'éléments assez particuliers, dont entre autres Max Pacioretty compte absolument rien, puisqu'on parle ici d'une transaction contre des... ouais, c'est ça. Des compensations futures, au final, c'est rien. Je vais te considérer dans le futur. En gros, c'est ça que ça veut dire, des compensations futures. Sauf que dans le cas de Max Pacioretty, par contre, il devrait manquer, je pense, c'est une affaire comme 6 mois d'activité. Fait qu'on le verra assurément pas en début de saison. On a fait l'acquisition aussi de Ryan Dzingel. Dans ce cas-là, je ne sais pas, parce que j'ai vu qu'il était indéterminé en termes de blessure. Fait que je ne sais pas exactement son retour, il est prévu pour quand. Fait que je ne l'ai pas mis dans l'organisation. Et puis sinon, on a fait l'acquisition d'un certain Brett Burns. Quel joueur, Brett Burns. Et malgré son âge, quand même, une cinquantaine de points encore l'année passée. Alors, on va commencer avec les Hurricanes de la Caroline en 2020-2021. C'est une organisation qui a 36 victoires, 12 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 80 points, ce qui leur donne le troisième rang dans la LNH. Alors, quand même, on n'a pas beaucoup bougé. On est stable. 54 victoires pour la saison 2021-22, 20 défaites et 8 défaites en prolongation. Calcule comme tu veux, ça fait 54 victoires pour 28 défaites. Wow! Ça, c'est toute une équipe. 116 points d'accumulé, une moyenne de buts marqués de 3,38, ce qui est très bien, mais surtout une moyenne de buts accordés de 2,44, ce qui représente la meilleure défensive au sein de la LNH, ou du moins la meilleure moyenne de buts accordés au sein de la LNH. Alors, ce qu'il faut mentionner ici, c'est le style de jeu de l'organisation. Ils ont un système qui est hermétique au niveau du centre de la patinoire, et ça l'aide grandement les statistiques défensives. Preuve à l'appui, ils sont numéro 1 pour la moyenne de buts accordés et numéro 1 pour le désavantage numérique au niveau de la Ligue nationale. Donc, franchement, c'est une organisation qui, défensivement, elle est assez dure à battre. Par la suite, en termes d'avantage numérique, on a 22% d'efficacité, ce qui est quand même relativement bien. Au niveau de la conférence de l'Est, on a terminé au deuxième rang. Au niveau de la Ligue nationale, on a terminé au troisième rang. On s'est fait éliminer en deuxième ronde contre les Rangers de New York, mais je devrais dire les surprenants Rangers de New York parce que, oui, ils sont bons, mais est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient aussi performants? Et surtout, le miracle Igor Shesterkin, oh, quel casse-tête pour les attaques adverses. Hein? Franchement, là, c'est une belle équipe à suivre, les Rangers. Puis Igor Shesterkin, my God. Le meilleur en termes de buts l'année passée chez les Hurricanes aura été Sébastien Aho avec 37 buts. Le meilleur en termes de points aura été Sébastien Aho avec 81 points. Et sinon, le meilleur défenseur à caractère offensif, c'est important de le mentionner, c'est mon cher ami Anthony DeAngelo, not my friend at all. 64 matchs, 51 points plus 30. Ça a été un beau pari qu'on a pris du côté de Don Waddell de signer DeAngelo. On l'a signé pour pas cher en plus de ça, juste un an. On n'était pas trop engagé. Puis le gars, il a très bien fait. Offensivement parlant, il a très bien fait. Fait que ça a été un très beau pari qu'on a pris du côté de Don Waddell. Cette année, on a décidé de ne pas le renouveler. Donc, bref, il va continuer avec John Tortorella à Philadelphie. Mais quand même, ça a été un bon move qu'on a fait sur ce point de vue-là.
Par la suite, ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca. Les espoirs à la coupe.ca, c'est en fait des espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH, selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand du alacoupe.ca. Donc, si vous voulez avoir le texte complet, ben, il est disponible sur le alacoupe.ca. On a choisi ici 3 acteurs ou 3 joueurs qui sont les plus propices d'atteindre la LNH, mais que je vous dirais, c'est pas sûr pantoute cette année. On va dire ça comme ça. On va commencer par ici Jack Drury, un joueur de centre de 22 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. On parle de 68 matchs, 20 buts, 32 passes, 52 points. Alors, dans son cas, à lui, ça a été quand même une bonne saison au niveau de la production offensive. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était même sa première année. Oui, exactement. C'était sa. Non, en fait, c'était pas sa première année, je sais pas. En tout cas, bref, mais il me semble que c'était dans ses premières années au niveau de la Ligue américaine. Mais un total quand même de 52 points en 68 matchs. C'est un niveau qui devrait être suffisant pour au moins avoir une chance au niveau de la LNH. De mon côté, moi, je l'ai mis scratch, mais c'est parce que je pouvais pas le faire jouer au centre. Parce qu'on a fait des moves quand même. Là, on a été chercher Paul Stachny, on avait déjà Stahl, Kotkaniemi à haut. Fait qu'au niveau du centre, c'est un petit peu contingenté. Fait que je sais pas s'il est à l'aise de jouer au niveau des ailes. Mais c'est un gars qui pourrait éventuellement percer au niveau de la LNH. Ensuite de ça, on a, et là je sors mon russe juste pour vous, mes chers amis, Piotr Korchekov, un gardien de but de 23 ans qui, lui, a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 15 matchs, 2.09, 921 d'efficacité. C'est un gars qui a très bien fait dans la KHL, mais c'est aussi, ça tournait aux alentours de 920 d'efficacité, mais c'est aussi un gars qui a très peu joué. Il a très peu joué dans la KHL et il n'a pas beaucoup joué dans la AHL non plus. Il a eu une courte présence au niveau de la LNH. Il a joué 3 matchs, 2.42 de moyenne et 902 d'efficacité. Fait que c'est un gars qui a bien fait à tous les niveaux qu'il a fait, mais il n'a pas eu beaucoup d'action dans les dernières années. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être pas nécessairement pertinent de l'avoir LNH dès cette saison. On a 2 gardiens de but en Frédéric Anderson et Antti Ranta qui sont assez solides pour faire un tandem, as long qu'il reste en santé, bien entendu, parce qu'entre autres, Ranta, il y a des antécédents assez importants au niveau des blessures. Donc, ça se pourrait qu'il soit rappelé éventuellement, mais idéalement, on viserait peut-être plus un partant au niveau de la Ligue américaine pour vraiment le faire jouer beaucoup et pas juste 15 matchs. T'sais. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir qui pourrait faire partie de la LNH, on va parler de Ryan Suzuki, un joueur de centre de 21 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée en 34 matchs, 7 buts, 7 passes pour 14 points. C'est pas très flamboyant, mais c'est un gars qui a quand même un bon talent offensif. Et si je fais pas erreur, je pense qu'il est revenu d'une blessure. Il a manqué genre beaucoup de mois d'activité à cause d'une blessure. C'est ce qui explique pourquoi il a joué juste 34 matchs l'année passée au niveau de la Ligue américaine. C'est un gars qui, en tant que tel, n'est pas nécessairement le plus haut des talents offensifs, mais c'est un gars qui, on croit qu'il peut avoir une bonne vision défensive, donc une bonne responsabilité dans sa zone. Et ça, c'est quelque chose qui peut le démarquer des autres espoirs chez l'organisation des Hurricanes. Puis à ce moment-là, il pourrait peut-être se faire une place peut-être moins top 6, peut-être plus bottom 6, mais il y aurait une place en tout cas. Ici, tu as 2 joueurs de centre qui ont beaucoup d'expérience en Stachny Stahl. Éventuellement, ça va s'en aller, ces gars-là. Fait que ça va libérer un spot pour un gars comme Ryan Suzuki. Alors, l'année passée, chez les Hurricanes de la Caroline, on a eu quand même des très belles saisons. On a encore Tara Vinen qui est revenu d'une saison de 21 matchs en 2020-21. Fait qu'il avait très peu joué. 21 matchs, c'est à peu près la moitié là, parce que c'était une saison écourtée de 56 matchs. Il avait très peu joué en 2020-21. Fait que le fait qu'il revienne et que là, il fait une saison pratiquement complète, 77 matchs, 65 points, une très bonne saison pour lui là, pour ce qui est de revenir. Fait que franchement, il a connu une bonne saison de manière générale. Ensuite de ça, on a eu la meilleure saison de sa carrière pour ce qui est de Svechnikov, autant au niveau des buts, des passes et des points. Dans le cas de Svechnikov, on a 30 buts, 39 passes et 69 points l'année passée. Ça a été plus difficile en séries éliminatoires par contre pour lui. Mais ça l'a quand même bien été. On avait eu aussi Crowcheck qui avait connu des bonnes séries, mais qui n'est plus là. Fait que, bref, on n'en parlera pas trop longtemps. Sinon, Kotkaniemi qui a connu une saison plus que ordinaire, ça on se le cachera pas, là, mais bon, bref. Alors, c'est un alignement en fait que je vous propose. C'est pas un alignement qui est basé sur, exemple, les pratiques ou quoi que ce soit. Les joueurs qu'on voit en bleu, c'est des gars qu'on connaît déjà très bien en Caroline. Les joueurs en rouge, c'est des joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte. Et les joueurs en vert, c'est des jeunes espoirs qui pourraient peut-être éventuellement crack le line-up cette année. Mais c'est rien d'assuré dans ce cas-là parce qu'on a quand même une organisation qui est quand même assez solide au niveau LNH que il n'y a comme pas nécessairement beaucoup de place à insérer des espoirs. Mais ceci dit, on a des jeunes. Je veux dire, Svechnikov, il n'est pas vieux. Aho, il n'est pas vieux. Seth Jarvis, c'était sa première saison.
Fait que, tu sais, c'est pas vieux ça non plus. Tara Vinen, pas trop vieux non plus. Fait que, tu sais, bref, il y a déjà quand même pas mal de jeunes dans l'organisation. Fait que c'est pas tant grave, même s'il n'y a pas d'espoir cette année, qu'ils vont se faire une place au niveau du line-up. En termes de première ligne, moi j'y vais avec Svechnikov, Sébastien Aho et Seth Jarvis. Dans le cas ici de Svechnikov, 69 points, 78 matchs. Comme j'ai mentionné tantôt, c'était sa meilleure saison en carrière pour lui. Puis entre autres au niveau des buts. Et ça devient intéressant parce que c'est un marqueur naturel, Svechnikov. Donc de le faire jouer avec le meilleur passeur, le meilleur playmaker de l'organisation en Sébastien Aho, je pense que c'est le meilleur move que tu peux avoir. Mais ceci dit, on s'entend que Teravainen, c'est pas piqué des verres non plus. Donc ça se pourrait très bien qu'un gars comme Teravainen joue sur le premier trio. Je pense pas qu'il y aurait d'offense là-dedans. Fait que bref, moi j'y vais avec Svechnikov et Sébastien Aho, 81 points en 79 matchs l'année passée. Et il n'y a pas de question à se poser. Sébastien Aho, c'est le centre numéro 1 de l'organisation, point barre. Un excellent playmaker, un gars qui est régulier, un gars qui est stable dans son jeu. Tu peux pas vraiment espérer grand-chose de plus. Mais en plus, c'est un bon Jack qui est très apprécié. Par la suite, à la droite, j'y vais avec Seth Jarvis, 40 points en 68 matchs. Pour sa part, lui, c'est un espoir qui a un haut potentiel offensif. Et ça, c'est sa première saison, en tout cas première saison complète. 40 points en 68 matchs, ça a donné une très bonne impression aux yeux de l'organisation. Fait que c'est un gars qui va avoir de plus en plus de responsabilités dans cette organisation-là, si sa croissance continue, bien entendu. Alors, c'est un mix qui serait intéressant de le faire jouer sur la première ligne, selon moi. Par la suite, on y va avec Teravainen sur ma deuxième ligne, 65 points, 77 matchs l'année passée. Ça a été une bonne saison pour lui dans son ensemble. Qu'on fait jouer avec le nouveau Paul Stachny, 45 points, 71 matchs l'année passée. Dans le cas de Stachny, il s'est repris un peu après l'épisode de Vegas. Ça a été peut-être un petit peu mieux à Winnipeg. C'est un centre qui est peut-être un peu plus top 6 que Stahl. Puis moi, je me sens vraiment pas à l'aise à l'idée d'avoir Kotkaniemi top 6. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai mis Stachny sur mon deuxième trio. Fait que je fais jouer Stachny et Teravainen avec Nikas, 40 points en 78 matchs l'année passée. Quand même une bonne saison respectable pour sa part. En termes de troisième ligne, on y va avec Jasper Fass, 34 points en 82 matchs, une bonne saison. Le vétéran Stahl, 36 points en 78 matchs. C'est un gars que ça... Il ralentit tranquillement mais sûrement, mais ça reste quand même un très bon leader. Fait que c'est un gars qui a encore sa place dans l'organisation. Et pour ma part, moi, je préfère le voir jouer plus lui que Kotkaniemi, parce que Kotkaniemi, ça a été très décevant l'année passée. Et je pense honnêtement que la signature de Stachny, c'est une dévotion qu'on fait à l'égard de Kotkaniemi. On lui donne encore un peu plus de temps pour se développer, le temps que le contrat de Stachny se termine, puis on espère qu'il va être vraiment top 6 ou à la limite troisième trio, mais qu'il soit pleinement développé là, au moment où ces gars-là vont partir. Par la suite, on a fait l'acquisition de Andrej Casey. C'est 27 points en 50 matchs avec les Leafs de Toronto. C'est un joueur à caractère offensif qui n'est pas nécessairement top 6. Par la suite, Jordan Martinook, 15 points en 59 matchs, un joueur de profondeur. Kotkaniemi qui a été plutôt décevant l'année passée, mais qui a été prolongé. Donc les Hurricanes croient encore en lui, ça c'est sûr. 29 points en 66 matchs l'année passée. Et on ferme le tout avec Len Pedersen. C'est 2 points en 29 matchs l'année passée avec les Sharks de San Jose, si je ne me trompe pas dans le cas de Pedersen. En termes de scratch, ben c'est ça, j'y étais avec le jeune Jack Drury parce que je n'étais pas capable de le faire jouer à un centre en quelque part, qui avait du sens en tout cas selon moi. Puis sinon, Pacioretty qui est blessé pour au moins 6 mois, Dzingel indéterminé. En termes de défenseurs, ben là, on avait D'Angelo l'année passée qui a joué quand même des grosses minutes pour l'organisation, ça c'est sûr et certain. Mais là aujourd'hui, D'Angelo n'est plus là. Fait que bref, on a Brad Burns. Et l'acquisition de Brad Burns, c'est non négligeable. Brad Burns, malgré son âge, il a encore une bonne performance. C'est un gars qui est à gros gabarit. C'est un bon vivant. Donc c'est un gars qui va amener un bon vibe dans la chambre. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Et cette équipe-là, là, elle fait pas la course aux séries. Cette équipe-là veut aller loin en série et même aller aux grands honneurs. Fait qu'un gars comme Brad Burns, ça peut être très intéressant d'additionner ça dans ton vestiaire. Et je pense que c'est un bon move qu'on a fait du côté des Hurricanes de la Caroline, malgré son âge, malgré son salaire. Donc on a ici Jacob Slavin, qui est probablement le meilleur défenseur gauche de l'organisation. 42 points en 79 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Brad Burns. 54 points en 82 matchs, quand même impressionnant pour son âge. En termes de deuxième paire, on y va avec Brady Shea, c'est 39 points en 82 matchs. Ça donne quand même un top 4 qui est assez intéressant quand tu as 42-39 sur tes deux premières paires. Intéressant. Et par la suite, on y va avec PC, je pense. 28 points en 70 matchs l'année passée, une saison dite respectable. Dans le cas de Ethan Beer, ben, c'est un jeune défenseur, 14 points en 58 matchs, c'est quand même pas mauvais. Pour sa part, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est un défenseur droit, je crois. Mais je vois qu'il y a certains sites qui le mettent à gauche. Donc, j'assume qu'il doit être confortable à gauche. Parce que dans le cas de Coughlin, lui, c'est un défenseur droite aussi. Fait que
Peut-être qu'il est moins confortable parce qu'il est un petit peu plus vieux. Je ne sais pas exactement c'est quoi le motif, mais en tout cas, bref, les deux, c'est des défenseurs droits. Puis j'ai vu qu'il y a des sites qui mettaient Ethan Beer à gauche. Donc, on va l'utiliser à gauche ici. Coughlin, 13 points en 59 matchs l'année passée. Lui, il nous arrive des Golden Knights de Vegas. Et on ferme le tout avec Chatfield. Chatfield, pour sa part, lui, était déjà avec les Hurricanes l'année passée. 16 matchs, 3 points. En termes de gardien de but, ben là, la nomenclature, elle est très claire. Pas de question à se poser. Anderson, Ranta, puis on finit avec Kochetkov, qui lui devrait théoriquement être dans la Ligue américaine. Alors, dans le cas de Frédéric Anderson, c'est 52 matchs, 2.17, 922 d'efficacité. Une excellente saison régulière l'année passée, mais malheureusement blessé pour les séries éliminatoires. Puis ça, c'est peut-être ce qui a fait mal à l'organisation. Pas trop, parce que c'est Ranta qui a été appelé en relève et il l'a très bien fait en séries éliminatoires dans le cas de Ranta. De mémoire, il me semble qu'il y avait une affaire comme 922 d'efficacité en séries éliminatoires pour ce qui est de anti-Ranta. 13 matchs, 2.26, 922 d'efficacité pour anti-Ranta en séries éliminatoires. Donc, il a très bien fait, mais ça n'aurait pas été un luxe d'avoir quand même Frédéric Anderson, qui était clairement le gardien de but de confiance en saison régulière. 52 matchs, 2.17, 922. C'est très bon, mais il faut encore une fois mentionner que le système de jeu défensif des Hurricanes aide largement les statistiques des gardiens de but. Ensuite de ça, on a Antti Ranta en 28 matchs. Lui, c'est 2.45 de moyenne, 912 d'efficacité. Dans le cas de Ranta, c'est un gars qui est blessé pratiquement à tous les années. Presque à tous les années, il y a des blessures, ce gars-là. Fait que, à un moment donné, il va finir par se blesser. Donc, on va avoir besoin de rappeler un gars de la Ligue américaine. Et à ce moment-là, on va rappeler fort probablement Piotr Kochetkov. Kochetkov, lui, dans la Ligue nationale l'année passée, c'est 3 matchs, 2.42, 902 d'efficacité. Mais comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un gars que dans la KHL, il faisait bien. Il gaulait pas beaucoup dans la KHL, par contre. Mais les quelques matchs qu'il y a eu à gauler, je pense que la dernière année, il y avait comme 15 matchs ou quelque chose comme ça. C'est un gars qui tourne aux alentours de 915-920 d'efficacité dans la KHL. Puis dans la Ligue américaine, ben 921. Fait que c'est un gars qui pourrait surprendre cette année si jamais Ranta se blesse puis qu'il est rappelé. Mais encore faut-il qu'il soit rappelé puis que parce que comme je dis, il n'a pas gaulé assez, fait que ça serait peut-être intéressant de le garder quand même dans la Ligue américaine comme partant. Enfin bref. Ça sera pour brin d'amour de décider de cela. Alors pour moi, cette organisation-là, c'est une organisation honnêtement qui était déjà très solide à la base et je crois qu'on a fait des additions qui peuvent être intéressantes mais qui ne devraient pas changer la dynamique d'équipe énormément. De changer D'Angelo pour Burns, je pense que c'est un bon move justement pour son leadership et sa présence physique lors des séries éliminatoires. Fait que si cette équipe-là a été déçue de sortir en deuxième ronde l'année passée, je crois que ce move-là est un move qui démontre qu'ils veulent aller encore plus loin. Et si Pacioretty revient en forme et que ce gars-là réussit à avoir aux alentours d'un point par match, un peu comme il avait fait l'année passée, je pense que c'est une trentaine de matchs qu'il avait joué avec une trentaine de points, ça va être un atout exceptionnel. S'il revient en santé, t'ajoutes Pacioretty dans leur top 6. Fait que c'est une organisation qui, d'après moi, fait assez aisément les séries éliminatoires. Et c'est une organisation qui, d'après moi, c'est carré d'as et elle aspire aux grands honneurs. Alors, d'après vous, les Hurricanes de la Caroline, est-ce que c'est une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs ou est-ce que c'est une équipe qui est carré d'as ou qui va juste se battre pour une place en série? Ben, faites-le moi savoir au travers des commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime et on partage aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. C'est toujours plaisant. Et un coup que vous vous abonnez, ben, vous activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023. Alors sur ce, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement.